On va donc accueillir Baptiste Milondo, qui nous a rejoint entre-temps. Donc Baptiste, tu es enseignant, chercheur en économie. Tu as une chaise ici si tu veux. Et donc tu as écrit plusieurs livres sur le revenu d'existence et tu vas nous parler ce soir de revenus suffisants et démocratie. Merci Baptiste. Du coup, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Du coup, je vais rester debout. Il y a beaucoup de gens derrière. Oui, j'ai vu sur un mail dans la semaine que le titre annoncé de la soirée, c'était revenu minimal et démocratie. Donc, je ne vais pas parler de revenu minimal, je vais parler de revenu suffisant et démocratie. La nuance est subtile, mais me semble d'importance. Donc, si vous avez déjà entendu parler de revenu inconditionnel, parfois vous pouvez entendre parler de revenu minimum, revenu minimal, ou de tas d'autres formules possibles, revenu de base, revenu d'existence, etc. Personnellement, je préfère de loin le terme suffisant. Donc je vais d'abord expliquer pourquoi je parle de revenu suffisant. Ensuite, j'essaierai de faire le lien entre le revenu suffisant et la démocratie à travers le revenu plancher et le revenu plafond que je défends. Donc d'abord, minimal ou suffisant. Le mot suffisant me semble préférable puisque minimum ou minimal n'implique pas nécessairement de critères suffisants. Et deuxième raison pour laquelle je préfère suffisant à minimum ou minimal, c'est que le suffisant ne se limite pas au minimum, il intègre également la question du maximum. Donc d'abord, le minimum... Alors, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Non. Ok, très bien. D'abord, le minimum donc n'est pas nécessairement suffisant. La question qui se pose, c'est est-ce que les pauvres n'ont droit qu'au minimum? Et même, je dirais pour préciser, est-ce que les pauvres n'ont droit qu'au strict minimum? À mon sens, non. Et c'est pour ça que je préfère décliner la formule minimale ou minimum. Le minimum renvoie trop à la logique du RMI, donc revenu minimum d'insertion, ou du RSA, bref, à une sorte d'aumône versée généreusement aux pauvres. Et ce qui me chiffonne le plus dans cette formule revenu minimum, c'est que cette formule, les libéraux s'en accommodent volontiers. Donc vous le savez peut-être, il y a une version de droite du revenu inconditionnel qui consiste précisément à verser un revenu minimum insuffisant, volontairement insuffisant. Du coup, il me semble préférable de parler de revenu suffisant. Ou alors, si on parle de revenu minimum, il faut que ce minimum soit maximisé. Et donc là, je reprends la formule de John Rawls, qui parle de maximisation du minimum, qui parle de maximine. Il dit la société juste est celle qui garantit aux plus démunis le revenu le plus élevé possible. La société juste, enfin une inégalité est juste si et seulement si elle profite aux plus démunis. Donc ça conduit Rawls à défendre le maximine, donc maximisation du minimum. Et je dis donc si on doit défendre un revenu minimum, il faut que ce revenu minimum soit maximisé. Maximisé en tenant compte, nous dit Rawls, des contraintes liées au financement. Et il faudrait rajouter, et ça Rawls l'oublie, en tenant compte des contraintes liées au respect de la nature et des contraintes liées, enfin des exigences plutôt, de justice sociale et de justice globale. Donc les contraintes liées aux contraintes écologiques, contraintes de respect de la nature, c'est l'idée qu'on ne peut pas fixer un revenu minimum si élevé qu'il implique le pourrissement de la planète par une petite minorité de chanceux. De la même manière, on ne peut pas mettre en place un revenu minimum si élevé qu'il implique un accaparement des ressources, toujours par une petite minorité de chanceux. Donc il faut garder à l'esprit que nous ne sommes pas seuls sur la planète et qu'il faut bien partager cette planète avec ses autres habitants, qu'ils soient humains ou non. On voit pour le côté minimum. Maintenant, pour le côté suffisant, qui est plus qu'un minimum, je rappellerai que le terme suffisant recouvre deux dimensions et un revenu sera jugé suffisant dans deux cas. D'une part, il sera jugé suffisant quand moins ce n'est pas assez. Donc moins que ce revenu, ça n'est plus assez. De ce point de vue-là, le suffisant est défini par trois critères. Donc c'est les critères que j'utilise pour dire que le revenu inconditionnel doit être suffisant. Suffisant pour échapper à la pauvreté d'une part. Donc la pauvreté en France et en Europe globalement, ça se calcule avec le critère de 60% du revenu médian. Donc 60% du niveau de vie médian. Si vous avez plus que 60% du niveau de vie médian, vous n'êtes pas pauvre. Si vous avez moins, vous êtes pauvre. C'est une convention reconnue par l'INSEE. Aujourd'hui, en France, ça correspond à 1 000 euros. 1 000 euros par mois pour une personne seule. Au-delà, vous n'êtes pas pauvre. En deçà, vous êtes pauvre. Ensuite, suffisant, c'est suffisant pour échapper à l'exclusion sociale.
Alors on peut définir l'exclusion sociale comme la privation de la participation à la vie sociale. Et cette privation peut avoir plusieurs raisons, plusieurs causes, et une des causes peut être économique, donc l'absence de revenus. De ce point de vue-là, on peut se dire que échapper à l'exclusion suppose, comme condition nécessaire mais pas suffisante, d'accéder aux biens et services essentiels, et par biens et services essentiels, j'entends les biens et services essentiels à la participation active à la vie sociale. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'ONPES, a publié en mars 2013 un rapport qui évalue à 1 424 € par personne et par mois le revenu nécessaire pour vivre décemment dans une ville moyenne, comme Dijon et Tours pour les deux villes qui ont été prises en compte dans ce rapport. Vivre décemment, ça veut dire se nourrir, se loger, se déplacer et s'intégrer à la vie sociale. 1 424 € par mois et par personne, enfin pour une personne seule. Suffisant enfin pour pouvoir échapper à l'exploitation, troisième critère, suffisant pour pouvoir échapper à l'exploitation et notamment à l'exploitation salariale, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans mon intervention. Un revenu suffisant doit permettre de se passer durablement d'emploi. Dans mon optique, un revenu suffisant doit permettre de se passer durablement d'emploi, c'est ça notamment qui permet de distinguer les propositions de droite des propositions de gauche. Les propositions de gauche, les propositions de droite, libérales, volontairement insuffisantes, visent au contraire à donner le strict minimum aux pauvres pour les obliger à rechercher davantage dans l'emploi et donc accepter n'importe quelle condition d'embauche. Les propositions de gauche, inversement, proposent un revenu suffisant qui permet de se passer durablement d'emploi et qui va permettre donc de négocier plus librement les termes d'embauche si l'on souhaite être embauché, qui va pouvoir permettre de négocier plus librement la qualité de l'emploi, son intérêt, les conditions de rémunération, le temps d'embauche, l'organisation du travail, ce genre de choses. Permettre de refuser l'emploi également, pour pouvoir refuser de n'être qu'un serviteur ou un valet, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi un peu plus loin. Suffisant pour pouvoir se passer durablement d'emploi également. Pour pouvoir, alors je sais qu'il y a l'an 01 qui est projeté en même temps que cette soirée à la MJC. Je fais donc une petite référence à l'an 01. Suffisant pour pouvoir se passer durablement d'emploi et pouvoir s'arrêter de bosser, s'arrêter et réfléchir. Dans l'an 01, il y a ce passage où ils disent on arrête le bazar, on arrête et on réfléchit. Le revenu inconditionnel le revenu inconditionnel suffisant doit permettre de s'arrêter, bosser, de s'arrêter et de réfléchir. Enfin, suffisant pour s'arrêter et commencer à questionner notre société et ses aberrations, la surconsommation, la surproduction, la survalorisation de l'emploi, ce qu'on appelle la valeur travail, cause de souffrance, à la fois pour les employés et pour ceux qui sont exclus de l'emploi. Bref, un revenu inconditionnel suffisant, triplement suffisant, pose nécessairement question à la société, la question de la justice sociale. Que penser de la distribution actuelle des revenus? La question du sens de la production, la question du besoin de consommation et, en fin de compte, la question du suffisant. À partir de quand pouvons-nous dire c'est assez? À partir de quand on a suffisamment? Deuxième revenu pour lequel on peut dire c'est suffisant, c'est quand c'est plus, c'est trop. Donc la question du plafond, la question du revenu maximum. Ça renvoie à l'idée que la lutte contre la pauvreté ne suffit pas. La plupart du temps, les défenseurs du revenu inconditionnel considèrent que le revenu inconditionnel permet d'éradiquer la pauvreté et que ça suffit. Inutile d'essayer de borner l'échelle de revenus. Lutter ou éradiquer la pauvreté suffit. Je ne suis pas d'accord, j'aurais tendance à dire que les inégalités posent autant de problèmes que la pauvreté. Et donc il faut s'attaquer impérativement à ces deux problèmes. Lutter contre la pauvreté ne suffit pas, il faut également s'inquiéter des inégalités. Et donc, au maximine doit répondre à un minimax, minimisation du maximum. Toujours pour faire écho à John Rawls. Ça revient à dire qu'il existe des rémunérations obscènes que rien ne saurait justifier, ni le mérite, ni évidemment le besoin. Ça revient à dire également, là vous pouvez trouver une assez large littérature sur ces questions-là, ça revient à dire également qu'il est mieux pour les riches que l'on plafonne leur richesse. J'ai des copains militants qui ont créé un collectif qu'ils ont judicieusement appelé « Sauvons les riches ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. « Sauvons les riches », ça renvoie à ça. Ça revient à dire « Sauvons les riches de la fièvre du luxe », pour reprendre le titre d'un livre de Robert Frank, très bien, où il montre cette compétition folle dans laquelle se sont engagés les riches et qui les épuise. Les riches, ensuite, détruisent la planète. Là, je reprends le titre d'un livre d'Hervé Kempf, « Les riches détruisent la planète ». Et le pire dans tout ça, c'est que nous avons tendance tous à les imiter. Donc, pour la planète, il est préférable de borner les rémunérations. Enfin, un autre titre de livre, comme autre argument en faveur du revenu maximum, l'égalité est meilleure pour tous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, du coup il en parle
dans le documentaire Julien Brigaut. L'égalité est meilleure pour tous, c'est l'étude de Wilkinson et Pickett qui montre que à plein d'égards, en matière de santé sociale, en matière de santé physique, en matière de réussite scolaire, tout ce que vous voulez, les sociétés les moins inégalitaires sont aussi les sociétés les plus performantes. Réduisons les inégalités, bornons l'échelle de revenus et sans doute que nous aurons de meilleurs résultats sociaux. Ça, c'est quelques arguments qu'on peut avancer en faveur du revenu maximum. J'essaierai d'en développer d'autres parce que, à mon sens, il s'agit surtout, outre ces arguments, d'un enjeu démocratique. Donc j'y reviendrai un peu plus loin. Bref, le suffisant, donc suffisant comme moins ce n'est pas assez et plus c'est trop, permet de déterminer ce qu'on appelle un espace de revenu. Espace de revenu entre un plancher et un plafond qui permet de déterminer des écarts de revenus acceptables, des inégalités qui sont socialement soutenables et une échelle de revenus bornée entre le pas assez et le trop. Je vais d'abord m'intéresser au suffisant comme en dessous ce n'est pas assez, donc la question du revenu plancher, ensuite je m'intéresserai au revenu plafond. Le revenu plancher doit permettre de développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Donc je vais essayer de développer ça dans un premier temps. Revenu suffisant pour pouvoir agir. Dans le pouvoir d'agir, je distinguerai deux choses. Le pouvoir de ne pas faire, le pouvoir de refuser de faire, et ensuite le pouvoir de faire. Le pouvoir de ne pas faire, ça me semble être un impératif. Le pouvoir de faire, ça me semble être plus un pari que je souhaite faire, mais qui n'est pas garanti. Le pouvoir de ne pas faire comme impératif, c'est le pouvoir, par exemple, d'agir des femmes. Le pouvoir de dire non au conjoint. Alors c'est une question sur laquelle je vais m'attarder un peu, parce que ça fait l'objet de débats, de controverses. Il existe une défense féministe du revenu inconditionnel, il existe aussi une objection féministe au revenu inconditionnel. Le risque réel d'un revenu inconditionnel, c'est de conduire à un retour des femmes au foyer. Une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, on n'a plus forcément besoin d'un deuxième salaire, par exemple, dans un foyer, dans un ménage, et donc l'un des membres du couple peut retourner au foyer. Et dans une société sexiste comme la nôtre, il est fort probable que ça tombe sur les femmes. Ce qu'on voit lorsqu'on fait des expérimentations du revenu inconditionnel, c'est exactement ça. Donc, aux États-Unis, lorsqu'on a testé le revenu inconditionnel dans les années 70-80, des couples ont perçu un revenu inconditionnel et on a observé un recul de l'offre de travail, un recul du nombre d'heures travaillées. Recul faible, mais qui a touché exclusivement les femmes. Donc les femmes sont retournées au foyer pour s'occuper du ménage et des enfants. Dans le même temps, on a observé une hausse des divorces, hausse du nombre de divorces. Donc, alors, je vois circonspect, il ne s'agit pas de dire que le revenu inconditionnel sème la pagaille dans le ménage, simplement, on peut en conclure que le revenu inconditionnel donne davantage de liberté aux femmes, donne la possibilité de quitter un conjoint pas suffisamment attentionné ou pas suffisamment... Je ne sais pas les causes de conflits qui touchaient les bénéficiaires de ces expérimentations. Bref, on voit une augmentation du nombre de divorces. Et enfin, troisième point, on observe, alors c'est notamment le cas pour l'expérimentation qui a lieu en Inde, une amélioration de la situation économique et du statut des femmes. Donc vous voyez, il y a, si on s'appuie sur cette expérimentation, un mélange d'incertitude et d'espoir. D'une part, incertitude, il peut conduire à un retour au foyer. Il peut conduire à un retour au foyer, mais dans le même temps, il peut également contribuer à une émancipation des femmes, à davantage d'indépendance économique, à une reconnaissance également du travail invisible des femmes, et je m'adresse surtout du coup à vous maintenant, messieurs, on s'aperçoit que si le travail est reconnu, les hommes s'y intéressent davantage. Du coup, on peut aussi considérer que le revenu inconditionnel permettrait de nous aider, nous messieurs, à partager un peu mieux les tâches domestiques, notamment. C'est un pari fou, mais c'est un pari que nous devons être prêts à faire. Ensuite, le revenu inconditionnel comme pouvoir d'agir et le pouvoir de ne pas faire, le pouvoir de dire non à l'emploi et à la valeur travail. Le revenu inconditionnel suffisant permettrait de développer le pouvoir d'agir des salariés dans un premier temps, leur permettrait de dire non à ce qu'on appelle les bullshit jobs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bullshit jobs, un terme que l'on doit formule que l'on doit à David Graeber, donc l'anthropologue qui était un des militants d'Occupy Wall Street. Les bullshit jobs, nous dit David Graeber, ce sont ces emplois qui ne servent à rien. Et en plus, on sait la plupart du temps que ça ne sert à rien, même quand on les fait. Ce sont ces emplois qui pourraient être faits en beaucoup moins de temps
que ce qui est prévu dans le contrat de travail. Et ce sont ces emplois qui n'existent que parce que tout le monde bosse trop dans la société et qu'on n'a pas le temps de faire soi-même certaines choses. Du coup, le revenu inconditionnel permettrait de refuser ces bullshit jobs. Le revenu inconditionnel permettrait également de développer le pouvoir d'agir des pauvres, leur donnerait la possibilité de dire non aux emplois pénibles. Un sociologue américain, dans les années 70, s'est intéressé aux fonctions sociales de la pauvreté. Il s'est dit, la pauvreté est un phénomène qui perdure. Un phénomène qui perdure est un phénomène qui a une fonction sociale. Quelle peut bien être la fonction sociale de la pauvreté, puisque la pauvreté est un phénomène qui perdure. Il en a relevé 17. Parmi ces fonctions sociales, c'est réaliser des tâches pénibles. Les pauvres permettent la réalisation des tâches pénibles. Si on donne un revenu inconditionnel aux pauvres, ils pourront enfin être affranchis des tâches pénibles. Et enfin, on pourra se poser collectivement la question de la gestion de ces tâches pénibles. Pouvoir d'agir enfin des amoureux du temps libre, et je dirais même du temps libéré. Pouvoir de dire non à ce que j'appelle le devoir d'achat. Pouvoir de refuser la course à la productivité, donc la possibilité de revendiquer ce que j'appelle un droit à l'inefficacité, un droit à l'inactivité. Pouvoir de refuser ce que j'appelle le temps plein subi, pour ne pas sombrer systématiquement dans le temps partiel subi, pouvoir de refuser le temps plein subi et pouvoir de refuser la course au standing passant systématiquement par la consommation. Voilà déjà les premiers éléments en matière de pouvoir d'agir que pourrait apporter un revenu inconditionnel. Donc ne pas faire, refuser de faire, avoir la possibilité de refuser de faire, c'est déjà à mon sens agir. C'est déjà soulever des questions éminemment politiques pour la société. Donc quel est le partage des tâches, alors au sein des couples, au sein de la société de manière générale, auxquels il faudrait consentir, quels sont les objectifs sociaux que l'on doit viser, est-ce qu'on doit se lancer dans une productivité à tout craint, dans une recherche à la croissance, ou au contraire, est-ce qu'on peut lever le pied et s'orienter plutôt vers des stratégies de décroissance. Mais au-delà de cette possibilité de dissensus, il me semble important de rappeler également que le revenu inconditionnel permettrait de faire. Donc non seulement ça permet de ne pas faire, de refuser de faire, mais en plus ça permet sans doute de faire et de proposer, de participer à la construction d'une société alternative. 2 points sur cette question. Donc le pouvoir de faire un pari démocratique. Il me semble que le revenu inconditionnel pourrait être à l'origine d'une économie plus démocratique. Plus démocratique qui permettrait d'une part alors, de démocratiser la création d'activités. Une fois que vous avez un revenu inconditionnel en poche, vous pouvez plus facilement investir dans une création d'activité, dans un projet d'activité. Vous êtes plus facilement protégé contre les aléas d'activité économique. Et le revenu inconditionnel permettrait également de lutter contre le chômage, et comme le chômage vécu comme une exclusion de la vie économique. Le revenu inconditionnel permettrait également une gestion démocratique de l'économie à travers la participation à la gestion démocratique de l'entreprise. Participation à la gestion démocratique de l'entreprise considérée comme un élément constitutif du statut de salarié coopérateur. Donc je fais évidemment référence aux coopératives. La question que je me pose, et là encore c'est un pari, est-ce que nous accepterons encore de travailler pour un patron une fois que nous aurons un revenu inconditionnel en poche? Est-ce que nous n'exigerons pas un droit de regard et un droit de vote dans toutes les prises de décision des entreprises dans lesquelles nous travaillons? Et encore plus si ces entreprises ont une activité qui a un sens à nos yeux. Donc participation à la gestion démocratique des entreprises d'une part, dans le cadre d'entreprises coopératives, mais plus encore participation à la recension et à la définition des besoins, et aussi à l'organisation de l'activité économique de son territoire à travers ce que Jean Zin appelle les coopératives municipales, donc qui, dans un cadre public, donc chapeauté par des mairies, contribuent à définir les activités économiques qu'il convient d'entreprendre pour répondre aux besoins du territoire, du bassin de vie. Dans un cadre plus informel, dans un cadre collectif, non public, on peut également penser aux coopératives intégrales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des coopératives intégrales. Le principe des coopératives intégrales, c'est regrouper dans une même structure, alors formelle ou informelle, différentes initiatives de l'économie sociale et solidaire, donc des ateliers de formation, des coopératives d'activité et d'emploi, des monnaies locales, des systèmes d'échanges locaux. Tout ça permettant à tous ceux qui le souhaitent d'entreprendre des activités, de réaliser des échanges hors du capitalisme, pour le dire vite. Ensuite, le revenu inconditionnel, toujours dans le pouvoir de faire, ce pari démocratique, permettrait de subventionner la participation citoyenne. Je vois dans le revenu inconditionnel un soutien à l'économie sociale et solidaire.
Je disais tout à l'heure qu'il permettait de démocratiser l'accès à la création d'activités économiques. Il permet également de faire le choix entre une activité marchande et une activité bénévole. En gros, aujourd'hui, on peut considérer que le bénévolat est un luxe qui va être réservé à ceux qui en ont les moyens. Ceux qui ont les moyens à la fois en termes de revenus et qui ont les moyens en termes de temps. En gros, pour l'essentiel, c'est un luxe qui est réservé aux retraités, il faut le dire. Le revenu inconditionnel permettrait à tous d'être bénévoles, permet de démocratiser le statut de bénévole, permet de démocratiser l'engagement associatif. Il permet également, au-delà de l'engagement associatif, de démarchandiser la société. Démarchandiser la société, ça veut dire développer dans un cadre plus informel des relations d'entraide, la possibilité d'apprendre avec, de faire pour les autres. Et ce qui est intéressant toujours dans le cadre de la démocratie, c'est que plus on démarchandise la société, plus on fait reculer le pouvoir de l'argent. Enfin, le revenu inconditionnel doit être vu également comme un soutien à l'engagement politique. Là, je fais référence à un article de Daniel Goujon et Éric Dacheux, qui sont deux économistes qui militent pour le revenu inconditionnel, dans un numéro de la revue Mouvement que nous avons dirigé avec des collègues du collectif Pours. Et Daniel Goujon et Éric Dacheux disent le revenu inconditionnel doit permettre de développer l'économie sociale et solidaire dans une perspective démocratique. Pour parler de revenu inconditionnel, j'ai longtemps privilégié la formule revenu de citoyenneté. Donc l'un des livres que j'ai écrit s'appelle « Ne pas persévérer à la gagner pour un revenu de citoyenneté ». Aujourd'hui, je suis toujours attaché à cette formule, mais je l'utilise beaucoup moins parce que, alors pour tout dire, je devrais dire, je défends un revenu inconditionnel suffisant de citoyenneté. C'est un peu long, je m'arrête souvent au revenu inconditionnel. Ce que j'entends par revenu de citoyenneté, ce n'est pas comme le faisait Dominique de Villepin qui défendait un revenu citoyen, que la citoyenneté doit être la condition d'accès au revenu, mais au contraire que le revenu est la condition de participation active à la société, donc la condition d'accès à la citoyenneté. Verser un revenu à tous permet à tous de participer à la société. C'est ce que disent donc en substance Daniel Goujon et Éric Dacheux. Je vous cite un passage de leur article. Pas de société démocratique sans participation politique et pas de participation politique sans un minimum de revenus assurant la subsistance de l'individu. Enfin, dernier point sur cet aspect. Il me semble que l'instauration d'un revenu inconditionnel permettrait d'apporter un début de réponse à la question toujours épineuse du statut de l'élu. Souvent, le cumul des mandats va être justifié par l'absence de sécurité financière des élus. Il faut cumuler les mandats pour avoir un revenu suffisant. Il faut enchaîner les mandats, en gros professionnaliser la vie politique, parce qu'une fois qu'on a été élu, on ne peut plus revenir à la vie civile. Il me semble que le revenu inconditionnel apporte, alors modestement, un début de réponse à ce double objectif en garantissant à tous un revenu suffisant et une sécurité financière une fois le mandat terminé. Reste à savoir du coup si les élus s'en contenteraient. Dernière partie, maintenant je m'attarde sur le revenu plancher. Sur le plafond, pardon. Pourquoi le plancher ne suffit pas? Je commencerai pour introduire cette partie par une citation de Jean-Jacques Rousseau. Dans Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau nous dit au sujet de l'égalité, il ne faut pas entendre alors je vous cite, il ne faut pas entendre par ce mot que le degré de puissance et de richesse soient absolument les mêmes. Donc il ne s'agit pas d'une égalité stricte. Il ne faut pas entendre par ce mot que le degré de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit en dessous de toute violence. Et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul ne soit assez pauvre pour être contraint de se vendre. C'est ça que je défends lorsque je parle d'égalitarisme radical. Donc c'est exactement cette vision. Nul ne doit être assez riche pour pouvoir s'offrir les autres, et nul ne doit être assez pauvre pour être contraint de servir. Le plafond tel qu'il est imposé par l'exigence démocratique, tel que défini par Jean-Jacques Rousseau, doit se situer en deçà du seuil de violence, en deçà d'un niveau de richesse permettant d'asservir et d'exploiter les autres. J'ajoute donc aux justifications du revenu inconditionnel, du revenu maximum, 3 justifications supplémentaires. Pourquoi faudrait-il instaurer un revenu maximum? Parce qu'il doit y avoir des limites, de mon point de vue, au pouvoir de commander. L'extrême richesse donne la possibilité de commander. Alors je prends quelques exemples. Bernard Arnault, dans un de mes livres, je commence ce livre pour un revenu sans condition, par cet exemple de Bernard Arnault. Bernard Arnault gagne simplement du fait de sa rémunération l'équivalent de 240 SMIC par an. 240 SMIC. Ce qui fait que s'il dépense l'intégralité de son revenu, il peut s'offrir les services de 240 serviteurs.
Imaginons qu'il demande à ses employés de faire les 3-8, ça lui fait 80 personnes à sa suite en permanence. Ça ne me semble pas satisfaisant dans une société démocratique. Et le pire, c'est que dans notre société, les serviteurs en question n'auraient vraisemblablement pas la possibilité de refuser de le servir. C'est ce qui conduit à l'apparition d'une nouvelle domesticité. Là, je vous renvoie notamment au texte lumineux d'André Gortz sur les nouveaux valets. Donc, pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux valets. C'est comme ça qu'on voit se développer donc, tous les services de ménage à domicile. Donc, je parle ici des services de confort. Donc, il faut distinguer des aides à domicile pour les personnes dépendantes. Les services de ménage à domicile de confort participent de cette nouvelle domesticité. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des concierges de luxe. Concierges de luxe, ce sont des gens au service donc de personnes riches qui ont pour mission de répondre aux moindres désirs de ces personnes riches. Je veux telle bouteille tout de suite. Ben, vite, je vais la chercher. Je veux avoir une place dans cet avion qui est déjà complètement plein. Pas de problème, je m'en occupe, etc. Encore une forme de nouveau serviteur. Enfin, cette histoire assez... qui pourrait être très rigolote si elle n'était pas finalement assez triste dans ce qu'elle révèle de notre société. Alors, c'est un milliardaire américain qui travaille dans le sport et qui s'est fait construire un yacht sur lequel il y a un terrain de basket. Lorsque vous jouez au basket sur un yacht, il est probable que parfois le ballon tombe dans l'eau. Et du coup, cette personne a embauché une personne dont le boulot est d'aller chercher le ballon lorsqu'il tombe dans l'eau. Là encore, dans une société démocratique, je me dis ce type de métier ne devrait pas exister. Je reviens à Bernard Arnault. Bernard Arnault, je vous disais, gagne de l'équivalent de 240 SMIC. Mais alors, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que Bernard Arnault n'a pas 240 serviteurs à son service. J'imagine. J'imagine qu'il en a quelques-uns, mais en tout cas, pas 240. En revanche, ce que je sais de Bernard Arnault, c'est qu'il a un effectif de 120 000 employés. 120 000 employés chargés de produire des biens de luxe qu'ils ne pourront vraisemblablement pas s'offrir, dans le cadre d'LVMH, chargés donc de produire des biens de luxe, mais aussi chargés d'accroître la fortune de leur patron, estimée à un peu plus de 35 milliards de dollars. Ceux-là aussi, à mon sens, sont au service de Bernard Arnault. Alors la question qui peut se poser, après avoir fait tout un laïus sur le pouvoir d'agir et le pouvoir de refuser, c'est à quoi ça sert d'avoir le pouvoir de commander si tous les autres ont le pouvoir de refuser de servir une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche. En fait, c'est en cela que je dis lutter contre la pauvreté ne suffit pas, il faut également lutter contre les inégalités. Mon raisonnement, c'est que le plancher est étroitement lié au plafond. Pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Donc il faut à un moment ou à un autre borner l'échelle de revenus. C'est la deuxième justification que je peux avancer en faveur du revenu maximum dans une perspective démocratique. Nous avons un gâteau à nous partager. Si certains prennent de trop grosses parts, de fait, certains n'auront que des miettes. Donc pour que tout le monde ait assez, il faut que personne n'ait trop. Alors ceci dit, on pourrait assez facilement me répondre que la taille du gâteau, d'une part, n'est pas fixe, n'est pas limitée. Il ne tient qu'à nous de produire un plus gros gâteau. Et à ce moment-là, tout le monde aura une plus grosse part. Tout le monde aura une part suffisante. Et même, on pourrait dire, dans une perspective libérale, pour augmenter le gâteau, il faut accepter que certains aient de très grosses parts. Parce que ceux qui auront de très grosses parts seront incités à produire davantage. En gros, laissons les plus talentueux, les plus productifs avoir de très grosses parts pour que les plus démunis aient accès à une part suffisante. Je ne suis pas d'accord avec cette position, d'une part parce que, à mon sens, la taille du gâteau est limitée, est strictement limitée. En gros, à partir du moment où on considère qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini, on s'aperçoit que le gâteau, la taille du gâteau, est limitée. Du coup, toutes les grosses parts que l'on s'attribue aujourd'hui sont attribuées au détriment des autres, alors des pauvres, en France et à l'étranger, et puis également des générations futures.